Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. Nous nous excusons d'abord. Hier, on a pu diffuser une seule vidéo à la place de... Pardon, une vidéo à la place de 3. Parce qu'on a des problèmes au niveau de notre connexion. Ce n'est pas un problème personnel, non. C'est par contre un problème de l'opérateur qui nous a fauché et continue même à le faire jusqu'à aujourd'hui. On envisage autre chose. On envisage une autre chose pour voir ce que ça peut donner. Les informations, Ilukamba impose 10 conditions au ministrable, c'est l'avenir qui est le titre. Et aussi le palmarès, la prospérité, pardon, titre gouvernement Sylvestre Ilunga chez Félix mardi. Et donc on va prendre les deux informations, nous allons essayer de les traiter et donner notre point de vue quant à ceux. Et donc, nous avons titré cette émission, disons, ce numéro, Ilukamba devant les impératifs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez, le Congo est un pays dans le trou. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tout est au rouge. Tout est au rouge, les indicateurs de la société ne fonctionnent pas du tout. Le système médical, il est pratiquement par terre. Les infrastructures, n'en parlons pas. Il faut dire aussi que la douane a enregistré hier beaucoup plus d'argent qu'elle a déjà fait depuis qu'elle est douane, depuis qu'elle est en République démocratique du Congo. C'était des progressions terribles. Il paraîtrait que le chef de l'État avait tonné pour qu'il essaie de voir clair quant à cette douane qui, non seulement est extrêmement chère, mais qu'elle rapporte pas beaucoup d'argent, on va le dire, pas beaucoup d'argent par rapport à ce qu'elle devrait rapporter. C'est vrai que la douane reste une entité régénératrice de recettes de l'État à forte mobilisation, c'est vrai, mais par rapport à ce que la douane devrait donner à la hauteur de ce que la douane gagne, eh bien l'État congolais gagne moins, vraiment peu, je vais dire 3 fois moins que ce qu'elle devrait gagner parce que l'argent qui vient de cette histoire va généralement dans les poches des gens et ça ne marche pas. Et donc, on peut dire que c'est déjà un très bon pas qu'il faut mettre dans l'actif, il ne faut pas qu'on oublie ça. Mais maintenant, Ilukamba, Premier ministre, devant des impératifs. La rentrée des classes, ça va être dans peu de temps seulement, mais les professeurs, les enseignants ne sont toujours pas payés. La rentrée scolaire semble ressembler à toutes les autres rentrées où on se plaint toujours, où les professeurs menacent de ne pas rentrer en classe, où les élèves sont parfois dérangés, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de cahier, ils n'ont rien du tout, et c'est compliqué. Et si nous voulons répercuter ça à l'échelle nationale, on se rend compte que dans les entités beaucoup plus profondes, reculées, alors c'est vraiment de la catastrophe. La vie de l'école, comment elle va se trouver? Bref, devant toutes ces choses, M. Ilukamba a le devoir de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et pour ça, il faut un gouvernement des hommes intègres, des hommes dévoués à la cause de la chose publique. Et c'est très important pour y arriver. Ilukamba impose 10 conditions aux ministrables. Il faut le dire, le Premier ministre a tout intérêt de régler le problème des Congolais et surtout de trouver des solutions à tout ce que les gens se disent comme problème. Et comme promis, écrit l'avenir, le Premier ministre a démarré les consultations officielles des plateformes Fonds commun pour le Congo, le FCC, CAP pour le changement cash, à travers leurs coordonnateurs respectifs en vue de la formation du gouvernement. Tout est à assurer sur la volonté de voir cette phase de consultation la plus courte possible, car le peuple congolais a déjà attendu, et même trop. Sylvestre Ilunga a remis à Némi Moulania et à Jean-Marc Abound le chronogramme relatif à la formation du gouvernement et de la République, et le fil conducteur pour la désignation des ministrables du gouvernement dans le cadre de la coalition Cash-FCC. Il dit « Mon objectif dans cette période de tous les défis et de tous les enjeux est de doter le pays d'un gouvernement constitué de femmes et d'hommes compétents, intègres et déterminés à travailler pour contribuer à améliorer les conditions de vie des citoyens congolais, explique le chef du gouvernement. Il est vrai que le chef du gouvernement est là, mais en même temps, il y a M. Tshibala qui continue à assurer les affaires courantes. Nous avons un Premier ministre qui est en train de faire la forme, de consulter. En réalité, quand un Premier ministre consulte dans un cadre régulier, quand un Premier ministre consulte, on estime qu'il est déjà en pleine fonction et que l'ancien Premier ministre ne doit plus en principe poser ne serait-ce qu'une seule action. Mais là, nous sommes dans une situation sui generis. Le Premier ministre n'a pas encore un gouvernement. Il travaille d'arrache-pied pour avoir ce gouvernement-là. Mais est-ce que le FCC et le CASH vont-ils rendre la tâche
facile. Déjà, il faut rappeler qu'ils nous ont pris pratiquement 6 mois pour trouver les consensus. Et là, on ouvre encore une autre, une autre brèche pour discuter, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est très bien d'ailleurs, pour faire des consultations afin de trouver les personnes qui vont régler les problèmes. Ils seront au nombre quasiment de 65. Ce sont cet appareil-là qui va devoir débloquer les situations, disons la situation de notre République. Mais il est important de rappeler aux Congolais une seule chose. Ce que M. Iloukamba, heureusement ou malheureusement, se retrouve être le tout premier ministre d'une alternance tant attendue par le peuple congolais, tant demandé par ce peuple. Il se retrouve, lui, être le tout premier ministre de cette alternance. Et donc, cette alternance qui est porteuse de tous les espoirs, porteuse de tous les enjeux, on se dit qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et donc, il doit certainement faire encore des pressions supplémentaires aux négociateurs afin qu'on s'arrange sur les choses. Déjà, la monture a été préparée, a été présentée, on est bien d'accord. Maintenant, c'est remplacer les noms. Eh bien, le président avait demandé 3 noms pour chaque poste. Et le Premier ministre, à son tour, lui doit devoir choisir maintenant ces noms-là, bien évidemment, en concertation avec le président de la République, qui est qui et qui n'est pas celui qui doit être. 26 noms ont été rejetés par le président de la République. Il avait estimé que ces personnes étaient des personnes qui dérangeaient. Et ça, il fallait rappeler. Mais le problème avec nous, c'est que par moment, je me dis toujours, le Congolais, parce qu'on ne lit pas beaucoup, ça ne nous intéresse pas la lecture, ça nous échappe beaucoup de choses. J'ai entendu quelqu'un me dire, par exemple, Christian Monité que Félix Tshisekedi Penza, Atiki Tambo Mwamba, comme sénateur, comme président du Sénat. Mais est-ce qu'il ne comprend pas? Ce que le monsieur ne comprend pas, c'est qu'il a fait laisser passer sa rancune, disons, sa colère, ou sa haine, ou sa colère, je vais dire, ou ses frustrations, devant la raison. Le président Félix Tshisekedi n'a rien à voir avec le président du Sénat. Rien à voir, il n'a aucun mot à donner, aucun ordre à donner. Il y a ce qu'on appelle le principe de séparation de pouvoir. N'importe quel juriste vous parlera de cela, n'importe lequel. Le président du Sénat dépend directement de ses électeurs directs, qui sont nos électeurs directs aussi. Ça veut dire les députés provinciaux, ce sont eux alors qui élisent les sénateurs. Alors monsieur a été élu par les députés provinciaux, vous ne pouvez pas l'imposer. Et il ne peut pas obéir au président de la République pour dire « je ne serai pas président du Sénat parce que le président ne veut pas ». Non, ce n'est pas possible, il n'y a aucun lien. Ils sont dans deux pouvoirs totalement différents. L'un est dans le pouvoir législatif, l'autre dans le pouvoir exécutif. Donc, ils sont dans deux pouvoirs totalement différents. Et donc, que M. Tambo Mwamba devienne président du Sénat, le président Félix Tshisekedi ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il va constater ce tout. C'est aussi cela, la démocratie, qu'il faut enseigner aux gens. La démocratie, c'est aussi respecter le fonctionnement régulier d'un État. Le président est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il ne peut pas enfreindre ces mêmes fonctionnements. J'ai entendu les gens dire, mais pourquoi Longoli sénateur t'es? Ah, Longola sénateur. Le président ne peut pas révoquer un sénateur, il n'a pas ce droit-là. Il ne peut pas révoquer un député, il ne peut pas révoquer un sénateur. Il n'en a pas le pouvoir. La Constitution ne lui donne pas les compétences de révoquer un ministre, pardon, de révoquer un député, de révoquer un sénateur, parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas sous sa tutelle directe. Le président peut faire tomber un gouvernement, oui, il peut faire tomber un ministre, oui, mais il ne peut pas faire tomber un député, il ne peut pas faire tomber un sénateur, il ne peut même pas, figurez-vous, influencer son vote, il ne peut pas. S'il influence son vote, ça doit être dans le cadre des arrangements entre eux. Ils s'entendent, ils disent, bon, d'accord, moi je veux que celui-là soit notre candidat et accompagnons-le. D'accord, mais il ne peut pas nommer parce que notre République, la Constitution de notre pays ne le permet pas. Donc arrêtez d'attribuer le fait que M. Tambo Mwamba est président du Sénat à Félix Tshisekedi parce qu'il n'y a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Donc ça, il fallait peut-être rappeler aux Congolais la question. Et maintenant, M. Iloukamba, qui doit, lui, programmer, arranger, je veux dire, prévoir et tracer les cadres ou les lignes qu'il faut pour qu'on ait un gouvernement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, les pronostics donnent un gouvernement à la semaine disons la semaine qui suit. On dit que ça va être la semaine qui va suivre. D'autres personnes estiment que ce sera dans 2 semaines. D'autres pensent par contre qu'on attend seulement le mois de septembre parce qu'on est plus loin
du mois de septembre, quand on appellera à la session ordinaire, on y va. D'autres estiment que pas du tout, appelons une session extraordinaire, mais en ce moment-là, il y aura une session extraordinaire qui va tout de suite se faire suivre par une autre session ordinaire de septembre. Est-ce qu'il n'est pas important d'attendre carrément septembre pour ne pas perdre beaucoup d'argent? D'autres disent non, pas du tout, on ne perdra pas, on avait attendu longtemps le gouvernement, allons-y. Il y a d'autres qui estiment que pourquoi on aurait un gouvernement alors que le gouvernement doit être investi par les parlements. Le parlement est en vacances maintenant. Pour ce faire, il faut appeler une session extraordinaire. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de tralala en fait. Ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de tralala. Et juste après, parce que nous sommes au mois d'août, juste après seulement, on va avoir je crois à partir du 15, on aura la session ordinaire. Mais comment ça va se passer finalement? Est-ce qu'on n'aura pas perdu beaucoup d'argent? D'autres par contre estiment que quand on aura nommé le gouvernement, qui n'entre pas tout de suite en fonction, qu'on prenne le temps de faire ce qu'on appelle le recyclage. Qu'on essaie de le montrer le rouage du palais. À la condition où ces ministres n'ont pas été ministres. Mais s'ils ont déjà été ministres, on comprend qu'on ne va plus les enseigner le rouage. Mais peut-être en ce moment-là, ça sera une idéologie, une nouvelle manière de faire les choses. Que le président lui-même doit peut-être prendre 1 ou 2 séances avec les ministres qui seront là. Ce sera son gouvernement. Il essaie de discuter avec eux pour leur dire « Voici ma vision de faire les choses. Voici ce que moi j'estime que ça doit être comme ça et que les choses doivent se passer. Voilà, ça sera ma vision à moi et voilà. Je crois qu'à un moment donné, nos ministres, quand ils viennent gérer le pays, ils en ont besoin parce que c'est compliqué quand vous avez des gens qui n'en ont pas. Surtout qui n'ont pas de vision. Dans un pays comme le nôtre, quand on vous nomme ministre de l'énergie, c'est parce qu'on estime qu'il y a des problèmes criants au niveau de l'énergie et que vous devez trouver des solutions. Il faudrait que le gouvernement qui viendra soit un gouvernement d'assignation. À qui on va donner des assignations. On leur dira par exemple, vous êtes gouverneur pour autant de temps. Vous êtes ministre pour autant de temps. Et si jamais ça ne marche pas dans tant tel et que vous n'arrivez pas à nous donner, et le Kobo, il y en a tant tel, donc ce que vous n'avez pas compris votre mission, et vous partez. Parce que nous devons surtout pour la postérité, nous devons envoyer un message aux Congolais pour leur dire, démissionner ce n'est pas un péché. Il faut aussi envoyer un message aux autres pour dire, quand vous n'arrivez pas à donner le meilleur de vous dans une affaire, dans un secteur, acceptez que d'autres ont des idées encore beaucoup plus fraîches, qui peuvent donner mieux que ce que vous avez donné. Et en ce moment-là, partez en paix. Allez vous reposer, vous allez revenir peut-être plus tard quand vous aurez des bonnes idées. Parce qu'il est important pour un pays comme le nôtre, on ne peut pas souffrir parce que vous avez plus de 90 millions d'habitants. Ça veut dire que vous avez plus de 60 millions de gens qui vont à l'école, entre guillemets. Bon, ça reste encore la qualité de la formation et bien d'autres. Mais ça veut simplement dire que nous avons des énergies à mettre ensemble, des intelligences à mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et sinon, il ne faut pas qu'on croie qu'une catégorie de personnes est née que pour gouverner. Et qu'eux, on ne peut pas les voir après. On ne peut pas les voir en dehors du gouvernement. C'est la philosophie qu'il faut qu'on arrête finalement. Il faut qu'on fasse comprendre aux Congolais que non, les gouvernements, les postes ministériels peuvent être gérés par tous ceux qui ont la compétence et tous ceux qui en ont la capacité, ils peuvent être là. Mais il ne faut pas faire comprendre aux gens qu'il y a une certaine couche de la population, c'est-à-dire dans tous les gouvernements, ils doivent figurer. Comme si ça leur revenait de droit. Et nous avons ça, ce qu'on appelle des papas chéris ou des papas de la République. Des enfants gâtés, quoi. Un peu comme s'ils sont nés avec le drapeau dans leur bouche. Donc, eux, ils ont droit à ça. Ils sont nés pour être ministres. Ils peuvent ne pas vivre, ils pourront pas vivre en dehors d'un ministre. Parce que eux, c'est le frère de l'État, Obango Bayebi. Ils peuvent pas vivre eux-mêmes. Depuis Mobutu, ils étaient toujours dans le rouage. S'ils n'étaient pas des ministres, ils étaient dans les cabinets de ministres et tout. Ils sont partout. Ces gens ne peuvent pas vivre en dehors du système de gestion. Mais en même temps, ils n'ont pas de résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Il faut rompre ce système-là. Voilà pourquoi nous interpellons le Premier ministre à rompre avec le système. Il faut qu'on arrive à rompre avec le système. Il n'est pas question ici de regarder les hommes dans les yeux pour leur dire « C'est vous qui portez les malheurs du Congo. C'est vous qui portez les malheurs du Congo. » Je l'ai toujours dit, le malheur du Congo, il est partagé. Par le laxisme des uns, par la méchanceté des autres. On est tous pareils, on est tous impliqués dans ça. Il y a des gens qui ont vu, qui ont entendu, mais qui n'ont rien dit. Et ces gens-là sont beaucoup plus d'ailleurs dangereux que ceux qui ont commis l'acte. Parce que ceux qui ont commis l'acte sont naturellement méchants. Mais ceux qui ont vu, qui ont entendu et qui n'ont pas dénoncé, ils sont beaucoup plus d'ailleurs dangereux. Parce qu'eux, ils sont entre guillemets comme justes. Souvenez-vous de ce que Martin Luther King dit et Winston Churchill. L'humanité ne retiendra pas forcément le méchant. L'humanité va se souvenir généralement du silence des justes. De gens qui pouvaient arrêter la bêtise, mais qui ne l'ont pas fait.
Et donc, à un moment donné, il faut arrêter de se regarder dans les yeux et dire, c'est vous le faux, c'est vous le faux. Non, ici, il faut voir le comportement, voir la mentalité, voir quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus abstrait, mais qui nous touche, qui nous régente, qui régule notre manière de faire les choses, qui détermine ou qui nous prédestine à faire une bêtise ou à faire quelque chose d'horrible. Et ça, c'est ce qu'il faut détruire, ça, c'est ce qu'il faut refuser au Congo. Le prochain gouvernement doit être un gouvernement de personnes outillées. Nous voulons voir un ministre compétent, en fait, dont la compétence ne sera pas rejetée, dont la compétence ne sera pas contredite. Mais au-delà de la compétence, il faudrait aussi l'éducation. Nous voulons avoir des ministres éduqués. Quand je parle, ici, l'éducation dont je ne parle pas de l'accumulation de diplômes. Souvenez-vous, Étienne Tshisekedi l'a si bien dit. Il dit, il y a des gens qui sont nés bêtes. Plus ils accumulent le diplôme, ils deviennent de plus en plus bêtes parce qu'ils ont les sangs bêtes. Et je crois qu'il y a des gens qui pensent que plus ils ont des diplômes, ils sont exemptés, au fait. Non, le diplôme ne vous amène pas l'éducation. Le diplôme vous amène l'instruction. Vous pouvez être diplômé mais mal éduqué. Nous avons eu des ministres mal éduqués. On a eu des présidents mal éduqués. Un président qui ne sait pas qu'il peut s'arrêter. Un président qui ne sait pas que ça se limite à 2 mandats. Mais c'est un mal éduqué. Un président qui ne comprend pas que la chose publique, ce n'est pas à lui, c'est la chose de tout le monde. Et qu'il veut s'en approprier. Il veut rester là. Il s'accroche. C'est un mal éduqué. Et nous avons comme ça des présidents africains mal éduqués. Parce qu'ils veulent prendre la chose de l'État pour eux. Et ils donnent ça à leurs fils qui détournent des millions d'argent sans gêner personne. C'est une mauvaise éducation. Et ça sous-entend que ces gens-là ont été très mal éduqués. Être éduqué, c'est savoir ses limites. Être éduqué, c'est savoir que ma faim n'est pas plus grande que la faim de l'autre. Être éduqué, c'est de savoir que je ne peux pas prendre la chose de l'État et en faire mienne. Je ne peux pas détourner les agents de l'État. Je ne peux pas voler dans le trésor public. Je ne peux pas prendre la femme d'autrui parce que je suis en train d'occuper un poste. Je ne peux pas abuser. Je ne peux pas faire le trafic d'influence. Ce sont des petites histoires qui relèvent de la bonne éducation. Malheureusement, en Afrique et au Congo, nous ne retrouvons pas ça dans les chefs de ceux qui gouvernent. Ils ont des cravates, ils parlent français, il y en a qui parlent anglais, mais des mal éduqués malheureusement. Alors donc, il faut finalement que dans le gouvernement de M. Ilunga, qu'on retrouve ces personnes-là, des personnes désintéressées qui ne viennent pas pour s'enrichir, mais qui viennent pour trouver des solutions aux problèmes d'un peuple. Et si nous arrivons à atteindre ces niveaux-là, le Congo ne sera pas ce pays qui va être en train de pleurer. Ce sera un pays qui va être en train de se développer parce que les hommes auront changé leur manière de faire les choses et on pourra peut-être aller beaucoup plus loin. Alors, maintenant, on va voir ce que propose M. Ilunga parce que l'article nous dit qu'il a proposé 10 critères. Allons voir alors dans les 10 critères, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Premièrement, soulignons que le fil conducteur pour la désignation des ministrables du gouvernement qui a été distribué aux 2 plateformes indique que le portrait robot de ces oiseaux rares doit répondre aux critères suivants. Je rappelle ici, mesdames et messieurs, le mot ministre veut dire meilleur parmi nous. C'est ce que ça veut dire, ce mot-là. Et je pense encore à quelqu'un qui appelait... c'était une autorité française. Je peux oublier les noms en tout cas, mais ça doit être entre Lionel Jospin, Villepin et quelqu'un d'autre. Ils appelaient des ministricules, quoi. C'est-à-dire des petits ministres, de tout petits ministres, des ministricules, hein, des petites personnes qui n'avaient aucune ambition, que des gens qui n'avaient que l'ambition de salut Mokondi, l'équipe et Mokondi. C'est des gens qui étaient derrière le louange, derrière la gloire, futile, hein, d'ailleurs, mais des ministricules en tout cas. Si vous connaissez la personne qui l'a dit entre ces personnes-là, n'oubliez pas de me le dire. Je crois que François Mitterrand, bref, ça doit être quelqu'un, une autorité française qui a raconté, qui a sorti ça pour la première fois. Et au Congo, on a bien aimé un professeur, je crois le professeur Kamana ou quelqu'un d'autre, qui appelle les politiciens congolais des politiciens, qu'on appelait aussi des politicards, c'est-à-dire des hommes qui n'ont aucune autre ambition que d'être ministres. Alors, ne pas faire l'objet de condamnations judiciaires fermes en RDC ou à l'étranger. Ne pas faire l'objet de condamnations judiciaires fermes en RDC ou à l'étranger. C'est une très bonne mesure pour le gouvernement. Mais ce sont des choses qui devraient être érigées en termes de loi dans notre public pour empêcher à ce que ceux qui nous gèrent soient condamnés. J'aurais aimé que vous puissiez le dire aussi au niveau du Sénat. J'aurais aimé que vous ameniez cette histoire au niveau de l'Assemblée nationale. Alors vous ferez sauter beaucoup de députés. Vous ferez sauter beaucoup de députés. J'aurais aimé que vous ameniez ça dans beaucoup d'autres sphères, dans toute la sphère politique du Congo, dans notre pays. Vous comprendrez que c'est beaucoup plus, très, d'ailleurs, important.
Et pourtant, ceux qui ont été cités dans l'affaire, Shekula, Napoto, Bato Bazalaki, Miibi, Ibara, Sheka Bato, Bato Bazalaki, tout ça, il faut rentrer dans ça. C'est très important en fait. C'est très important. Un homme qui ne sait pas se prendre en charge, mais qui veut devenir ministre, pourquoi on va lui faire confiance? Un homme qui n'a pas un domicile fixe, un homme qui n'a pas une femme, qui n'a pas un domicile. Une femme, on peut encore discuter, on va dire non, tu vas Trump, on va dire non, tu vas... Non, on va dire tu vas... Hollande, tu vois, Sarkozy, bon, je laisse tomber la femme. Mais un homme, parce qu'à Rome, vous savez, à Rome, on disait, si tu ne sais pas prendre soin de ta famille, tu ne peux pas prendre soin de l'État. Alors, quand un homme ne sait pas maîtriser sa propre femme à la maison, comment un homme comme ça, nous pouvons lui confier la vie des gens? Je me pose toujours la question. Pourquoi nous n'arrivons pas à regarder dans les maisons des gens pour voir comment est-ce qu'ils gèrent les conflits dans leur maison avant de leur confier les responsabilités d'État? Il est important d'aller beaucoup plus loin pour voir. Comment vous allez confier le pays ou un ministère, un département à un monsieur qui est déjà émotionnellement instable? Comment vous le confiez un truc pareil? Un monsieur qui a déjà été cité dans les affaires de viol. Pas parce qu'il a été condamné. Non, parce qu'au Congo, on sait, quand on est condamné, c'est parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'argent pour corrompre. Ou parce qu'on n'a pas eu la possibilité, ou on n'a pas eu une couverture politique. Et ceux-là qui ne sont pas condamnés ne sont pas parce que la loi a été mauvaise, non, mais parce que le système judiciaire n'était pas fort et efficace. Il faut le dire, il faut dire la vérité aux gens. Beaucoup de violeurs de filles sont aujourd'hui en liberté. Ils sont aujourd'hui en liberté. Mais bon, le messieurs qui entretiennent des petites filles de 17 ans, 16 ans, on connaît tout ça. On connaît tout ça. Et ça, il faudrait finalement secouer ça pour sortir ça de façon de dire aux gens, écoutez, mais comment vous voulez nous gérer si vous êtes vous-même impliqués dans des bêtises pareilles? Mais c'est vrai, la question est beaucoup plus grande, qu'il faut prendre ça dans toutes les pincettes pour ne pas noyer même les innocents. Il faut toujours prendre en compte que les hommes peuvent changer. Je suis bien d'accord que les hommes peuvent changer quand ils ont commis des erreurs. Mais à un même temps, on se dit, mais quand vous êtes en train de gérer la cité, ça fait déjà 10 ans que vous avez géré la cité, et pendant que vous étiez ministre, voici ce qu'on disait sur vous, voici combien de fois vous étiez impliqué dans ceci ou dans cela. On dit, bon d'accord, vous ne pouvez plus nous gérer. C'est pas qu'on vous arrête, c'est pas qu'on vous envoie en prison. Mais on dit non, vous n'allez pas nous gérer parce que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, vous ne pouvez pas nous gérer. Il est important d'en parler. Un homme qui vit encore chez sa femme, ça veut dire un gigolo. Il ne sait pas lui-même se prendre en charge. C'est une femme qui le prend en charge. Comment cet homme-là va nous gérer, nous? Lui-même est géré. Comment lui va nous gérer? Il faudrait arriver à dire ça aux gens. Il faut détaboutiser le débat. Il faut dire à ces jeunes gens ou à ces messieurs qui veulent gérer le pays, devenez des hommes responsables. Devenez des hommes qui en ont dans le pantalon, si je veux le dire. Devenez des hommes au sens propre. Un homme, c'est celui qui prend en charge sa femme et sa famille, qui essaie de vivre avec eux, même dans la pauvreté ou dans la disette. Ce ne sont pas des hommes démissionnaires. Vous voulez être ministre, mais on se rend compte que vous avez abandonné votre femme, votre première femme, et vous l'avez abandonnée, et elle, et les enfants, et vous avez épousé une autre femme parce qu'elle était dans une bonne famille, et vous voulez qu'on vous prenne, vous, ministre, chez nous. Ah non, ça ne va pas. Mais il faudrait commencer à détaboutiser le débat. C'est pourquoi il faut épulcher le cahier de tout le monde, la vie de tout le monde, essayer de voir qu'a-t-il fait dans sa vie, dans quoi était-il impliqué, a-t-il vendu la drogue, a-t-il servi dans le trafic, comment a-t-il fait, comment a-t-il opéré. C'est comme ça. On ne peut pas confier le ministère à un monsieur qui bat sa femme, un monsieur impulsif qui tabasse sa femme à la maison. On ne peut pas faire de lui un ministre parce qu'il va taper tout le monde là-bas. Ça va être une prime à la brutalité conjugale. Donc, il y a des choses, quand on veut être ministre, il faut vraiment que la personne soit exemptée, comme on dit, de toute suivre. On ne doit rien trouver dans lui qui puisse gêner la moralité. Comment vous allez faire d'un ministre un monsieur insolvable? Dans le quartier, mais vous voulez faire de ce monsieur-là un ministre. Mais il va endetter l'État. Il va faire endetter l'État inutilement. Il va aller contracter des dettes, il ne pourra pas payer. Au nom de l'État. C'est des personnes à éviter. C'est ce qu'on appelle une moralité douteuse. On ne peut pas retrouver ces gens-là dans un ministère. On ne peut pas. Et même pour des questions de moralité. J'estime qu'il faut faire attention dans Makambu et Belépé. J'estime qu'il faut faire vraiment beaucoup attention dans Makambu. Moi et Belépé, surtout quand on veut être ministre, quand on veut gérer les autres, on doit, soi-même, ne pas avoir des difficultés. Vous avez vu comment, dans les campagnes électorales, on est rentré dans la vie des gens, on les a tirés, quoi, c'est compliqué. Adhérer au code de conduite du gouvernement de la République, oui, adhérer au code de conduite
au code de conduite du gouvernement de la République. Monsieur Ilunga Kamba, monsieur le Premier ministre, Excellence, vous devez vous rappeler d'une chose. L'exemplarité est la plus belle enseignante qui puisse exister. La bonne conduite doit d'abord commencer par le président de la République. Lui-même doit d'abord être exemplaire. Il doit, en plus d'être exemplaire, vous poussez, vous, Premier ministre, chef du gouvernement, à devenir exemplaire. Et puis après, quand on verra le couple président et Premier ministre intègre, dévoué, des gens qui sont désintéressés, dépassionnés, surtout dans le matériel, hein, vous n'êtes pas des prisonniers de la chair. Tous les autres ministres vont suivre sans que vous puissiez même les interpeller. Parce que regardez, quand on n'entend pas le Premier ministre impliqué dans la fraude, quand on n'entend pas le Premier ministre impliqué dans la corruption, quand on n'entend aucun enfant du Premier ministre avoir acheté la maison par-ci, par-là, quand on se dit, que depuis 2 ans, le président de la République, combo a mandat kozate. Rumeur a bongo kozate. Bon, Premier ministre peut-être qui est en arrivé en Bogoté. Alors dites-moi, quel est le ministre qui va aller acheter des maisons parce qu'il a volé la République? Personne. Le Premier ministre soupçonne il y a corruption exacte. Comment voulez-vous qu'un ministre le fasse? Si les ministres le font, c'est parce que généralement le Premier ministre est impliqué dans beaucoup plus grand que ça. Et du coup, nous faisons une génération de mafieux, une corporation de mafieux qui volent la République en se soutenant. Je pense simplement que ça doit commencer au niveau, d'abord au sommet, et puis qui ainsi. Compétence, intégrité, capacité de travailler en équipe. Au niveau de la compétence, monsieur le Premier ministre, il faut ici définir ce que vous appelez compétence. Parce que, excusez-moi de vous le dire, monsieur le Premier ministre, vous avez une conception erronée, s'il vous plaît, de la notion de la compétence. Vous confondez souvent compétence et expérience. C'est ce que vous confondez, monsieur le Premier ministre. Vous pouvez avoir été ministre 10 fois, mais vous n'êtes pas compétent. C'est possible. Et surtout lorsque c'est un incompétent qui vous nomme. Les incompétents ne savent pas reconnaître les compétences. Non, ils ne reconnaissent pas les compétences. Ils s'en foutent des compétences. Mais ce qu'ils savent, hein, ils peuvent reconnaître que ce monsieur est compétent, mais il ne vous laissera jamais travailler parce qu'il sait que si tu travailles, lui, il part. Vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. Lorsque vous trouvez un compétent qui supporte un incompétent, c'est qu'ils sont ils sont tous les deux des incompétents. Parce que la compétence ne peut pas soutenir l'incompétence. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est comme la lumière et les ténèbres. L'une chasse l'autre. Impossible. Vous ne pouvez pas avoir la lumière avec les ténèbres en même temps. Non, non, mais pas du tout. L'un chasse l'autre. Vous n'avez pas... C'est pas possible, donc. Donc, quand vous dites compétence, ici, il faut faire comprendre aux Congolais que compétence veut dire résultat. Compétence veut dire aboutissement d'un processus. Ça veut dire, on m'a demandé de faire ceci, je l'ai réglé. Compétence ne veut pas dire adaptation, non, adapter, non. Compétence veut dire transformation du potentiel en richesse matérielle. Ça veut dire obscurité en lumière. Ça veut dire pauvreté en opulence. Ça veut dire insécurité à la sécurité. Ça veut dire le chaos à l'ordre. C'est ça ce qu'on appelle compétence. Alors, si vous avez la philosophie de Mobutu ou la philosophie de Kabila le père ou de Joseph Kabila, que compétence veut dire parce que quelqu'un a été ministre de l'énergie à l'époque de Mobutu, et puis pouf, par magie, à l'époque de Kabila, il se retrouve à l'économie, comme si c'était la même chose, et puis pouf, à l'époque de Joseph Kabila Kabange, il se retrouve aux affaires étrangères, et puis à l'époque de Kabila encore, il se retrouve au niveau de la sécurité. On dit non, monsieur a beaucoup travaillé, il est compétent. Non. Ce n'est qu'un monsieur qui a accumulé des fonctions, mais qui n'est pas compétent. Et vous en avez comme ça beaucoup, 90% de ceux qui ont gouverné ce pays sont des incompétents. On va le dire sans avoir peur, ils sont des incompétents parce que le Congo reste là où il était. Nous marchons à pas de tortues, alors que ce pays pouvait décoller si facilement que ça. Donc compétence, ne confondez pas compétence à l'expérience, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Vous parlez aussi de doser anciennes et nouvelles figures de générations importantes. Bon, ça, j'en parlerai prochainement. Veiller à la représentation significative du genre, veiller à l'équilibre géopolitique. On va terminer. Je crois que je m'arrête même par là, parce que le temps ne me permet pas de continuer. Je me reste simplement demander aux Congolais, au Premier ministre, une seule chose. Tenez bon, le Congo a besoin du changement. On a besoin de rien d'autre que le changement.
Nous avons besoin d'une équipe de personnes qui vont régler le problème des Congolais. C'est tout ce dont on a besoin. Que vous puissiez les sortir de Mars, de Jupiter, je ne sais pas moi, de Saturne. Ce dont on a besoin, c'est que le Congo gagne, que ceux qui sont morts pour la liberté ne soient pas morts pour rien, que nous puissions honorer par le gouvernement que nous allons offrir aux Congolais, que nous puissions honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont morts, de nos héros nationaux. Je parle de Lumumba, je parle de Paul Maurice, je parle de Joseph Okito, je parle de toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour qu'on change ces choses. Alors s'il vous plaît, donnez-nous un gouvernement qui va satisfaire les Congolais. Donnez-nous un gouvernement qui va satisfaire les Congolais et vous allez vous rendre compte que le problème va s'arrêter là. Merci d'avoir été nombreux. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Hier, j'ai constaté que vous êtes beaucoup abonnés, c'est très bien. Faites encore mieux. Abonnez-vous, partagez nos liens, diffusez ça dans vos pages Facebook, YouTube et tout ça, même dans vos statuts, faites-le. Ce sera un honneur pour moi. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.